Salut à toi. Il y a quelques semaines de ça, j'ai effectué un profilage physiologique avec Romain, un athlète de CrossFit. Et Romain avait pas mal de questions sur son rapport de profilage. Je me suis dit que c'était une bonne occasion de lui répondre et également de créer un petit peu de contenu pour la chaîne et pour que tu comprennes ma réflexion derrière les tests d'effort, les résultats que tu obtiens avec les profilages et ce que tu peux en faire ensuite. Donc sans plus attendre, on va regarder les questions de Romain et on va lui répondre directement. Donc, commençons avec la première question ici. Il commence avec je ne sais pas traduire les données exprimées pour ma VO2 max dans le langage utilisé habituellement. Ma VO2 est de 16 par exemple. Je pense que c'est parce qu'on est sur le vélo et non en course à pied. Peux-tu m'aiguiller? Alors, le 16, c'est pas une VO2, c'est un palier que tu atteins sur un test de VMA. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression que tu me donnes comme information ici. C'est pas une VO2, c'est simplement le score que tu as sur un test. La VO2, c'est l'oxygène que ton corps consomme. C'est l'oxygène, la quantité d'oxygène maximale que ton corps peut absorber, transporter et utiliser. Le test, la fin d'un test VMA, c'est simplement le dernier palier que tu atteins sur le test. Donc le 16 correspondrait à ton 280, qui est le dernier palier que tu as effectué sur le test que nous avons fait ensemble. Cela dit, le palier de fin est toujours dépendant du protocole que tu utilises. Donc, si on n'avait pas fait 4 minutes, 1 minute sur le test d'effort, mais qu'on avait fait par exemple 3 minutes en continu, ton dernier palier n'aurait pas été le même. Si on avait fait des paliers de 10 minutes, ton dernier palier aurait été beaucoup plus bas. Donc, le 16 veut rien dire en termes de VO2, c'est simplement le dernier palier que tu as complété sur ton test de VMA. Alors que toi, ta VO2, elle est de 54 millilitres par kilo par minute. C'est ce qu'on a mesuré et extrapolé par rapport au test et aux mesures. Et le dernier palier que tu as complété sur ce format de profilage sur le vélo est 280 watts. Ensuite, qu'est-ce que la VO2 pic? Est-ce que tu peux me donner ma VO2 max? Car je n'en suis pas sûr. Donc, c'est juste une question de nomenclature ici. La VO2 max, techniquement, elle se mesure uniquement sur un test incrémental progressif continu. Et lorsque on atteint un plateau de VO2, de consommation d'oxygène, alors qu'on continue d'augmenter la vitesse ou la puissance, c'est considéré comme étant la VO2 max. Donc, en gros, j'ai mis VO2 pic pour être un petit peu plus correct au niveau de la nomenclature. La VO2 max ne peut être exprimée qu'à partir d'un test continu. Donc là, la VO2 pic, c'est simplement la quantité d'oxygène maximale que tu as utilisée sur ce test. D'accord? Donc c'est ta VO2 max, en gros, à peu de choses près. Mais encore une fois, comme je l'ai dit pour ta question précédente, en sachant que le format du test et le type de protocole que tu utilises et même le matériel que tu utilises va influencer la VO2. Donc au final, ta VO2 max, c'est pas le chiffre le plus intéressant qu'on va collecter, de loin pas en tout cas. Ensuite, si j'ai bien compris, j'ai une bonne tolérance à haute intensité, comme on le voit ici sur ton score en pourcentage des normes. Moins bonne à moyenne intensité et encore moins bonne à basse intensité. Il faut donc que je travaille mon endurance fondamentale en priorité. Combien de séances et heures par semaine penses-tu que je dois y consacrer au minimum? Si tu n'en fais pas du tout, tu peux commencer avec quelque chose comme 3 fois 20 minutes plus 1 heure. Les 20 minutes à placer avant ou après tes séances de CrossFit et l'heure à faire une fois dans la semaine, idéalement pas sur un jour de repos. Et ensuite, tu peux progresser ce volume vers du 3 fois 30 minutes plus 1 heure, etc. Mais je pense que déjà de faire 2 à 3 heures par semaine, si tu n'en fais pas, ça va te donner de bonnes adaptations. Est-ce que 2 séances de 30 minutes sont aussi bénéfiques qu'une séance d'1 heure? Si tu n'en as jamais fait, oui. Je dirais que c'est peut-être même mieux de commencer avec de la fréquence et donc 2 séances de 30 plutôt qu'une séance d'1 heure. Mais une fois que tu atteins un certain niveau et que tu as fait ça pendant un certain temps, le temps va être un des facteurs clés de développement. C'est pour ça d'ailleurs qu'une fois que tu as un niveau un peu plus élevé ou que tu as fait un peu plus de zone 2, je conseille de prolonger ces séances vers 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, voire plus loin selon le volume d'entraînement que tu as par semaine, bien entendu. Mais voilà, tu peux tout à fait commencer avec 2 fois 30 minutes dans la semaine, mais clairement, si tu peux progresser vers des séances un petit peu plus longues d'1 heure, ce sera bénéfique parce que le facteur résistance à la fatigue vient avec ces séances d'une durée un petit peu plus importante. Si je travaille en zone 2, dois-je prioriser le bas de ma zone 2 ou le haut, entre 80 et 120 watts? Donc, si on regarde sur tes résultats ici, Romain, on voit un haut de zone 2 à 120 watts. Un premier seuil qui est plutôt conservateur par rapport à ce qu'on voit ici, mais plutôt clair par rapport à ce qu'on voit au niveau de l'oxymétrie musculaire au niveau local. Donc, moi, ce que je te conseillerais, c'est de passer la majorité de ton temps entre 80 et 100 watts, et de temps en temps, tu peux aller titiller 120, 130 watts.
L'idée, c'est, voilà, on ne veut pas passer sa vie juste sur le premier seuil, on veut être en dessous. Mais à ton niveau, tu vas aussi pouvoir bénéficier, je dirais, une fois par semaine de passer du temps autour des 120 watts. Donc, par exemple, tu peux faire ta séance d'une heure, tu la fais plutôt entre 80 et 100. Par contre, tes séances de 20 minutes, 30 minutes, tu peux les faire un petit peu plus haut, autour de 110, 120 watts. Ça va être pas mal pour progresser. Euh, je pense il faut répartir son volume intelligemment par rapport à ça. Une fois que ton seuil 1 commence à monter sur les 140, 160 watts, là, on veut passer un peu moins de temps sur le seuil 1 parce qu'en gros, plus il est haut et plus ça va devenir difficile au niveau métabolique aussi de soutenir ces intensités. Mais pour toi, à ce niveau-là, voilà, fais une fois par semaine du travail à 110, 120 et le reste du temps passe plutôt entre 80 et 100. Si j'améliore mon endurance fondamentale et que par conséquent je repousse mon seuil 1, mon seuil 2 va-t-il bouger aussi? Oui, même si c'est pas une science exacte, dans le sens où des fois ça bouge plus pour certains et moins pour d'autres. Mais en général, ce que je vois, c'est que oui, quand tu pousses ton seuil 1, ça va également faire bouger ton seuil 2. Et même si ça ne le fait pas bouger, ça va clairement changer la tendance de ta courbe. On va avoir une courbe qui est plus aplatie et qui termine un petit peu plus bas ici, même pour des intensités équivalentes. Mais je ne serais pas surpris de voir qu'avec du travail de zone 2, on va repousser tout ça vers la droite, seuil 1 et seuil 2. Pour la fiche des normes physiologiques, les moyennes que tu donnes sont basées sur quoi? Les tests que tu as déjà effectués ou une autre source? Ouais, c'est uniquement tous les tests que j'ai effectués moi. Donc, bien entendu, les résultats sont entre guillemets biaisés par l'échantillon que j'ai. Mais j'ai testé plus de 100 hommes crossfitters sur le bike erg et près de 30 ou 35 femmes, si je ne me trompe pas, par rapport aux données que je t'ai communiquées. Donc c'est voilà, par rapport à un groupe de compétiteurs hétérogène, parce que j'ai des personnes de niveau élite et j'ai des personnes qui sont débutantes. Donc c'est clairement par rapport au groupe. Maintenant, euh, voilà, si j'avais pris un groupe de cyclistes entraînés, eh ben, ton, on peut partir du principe que ton premier seuil, ton pourcentage de normes au premier seuil serait encore plus bas. Parce que typiquement, des cyclistes très entraînés, ils vont avoir un seuil 1 qui est très très proche de leur seuil 2, ce qui aurait changé les résultats. Mais pour un crossfitter et pour la moyenne des crossfitters que j'ai testés, euh, on voit qu'on a quand même du développement à faire sur la basse intensité en priorité. J'espère que c'est assez clair comme ça. Mais donc oui, c'est mes chiffres à moi. Est-ce normal que je ne sois pas monté plus haut de ma FC max durant ce test? 178. Il n'y a pas de normal. Il n'y a pas de normal dans le sens où chacun est individuel. J'ai écrit un gros article sur mon blog sur la fréquence cardiaque maximale. Je te recommande d'aller lire pour avoir plus d'informations. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, je vous le conseille aussi. Cherchez VO2, pardon, FC Max Upside Strength sur Google et vous trouverez la page en question. Elle est très très détaillée et j'explique l'importance de la FC Max, dans quelle mesure elle peut bouger, évoluer, etc. Donc, je te recommande d'aller lire cet article en référence. Ensuite, si je comprends bien ce tableau, je serai un profil plus endurant que puissant aux abords de ma zone sévère. Faut-il que je cherche à développer, améliorer ma puissance dans cette zone? Si oui, comment? Donc là, on voit un 3,6 millimoles au deuxième seuil, ce qui est, comme tu le dis, hein, sur le bas du tableau. Non, ça c'est vraiment juste une référence conceptuelle, si tu veux bien. Je ne prendrai pas action sur cette information-là, mais c'est simplement intéressant de voir ces paramètres-là, de comprendre comment ces choses réagissent, parce que souvent c'est des choses qu'on ne nous a pas expliquées à l'école ou même à l'entraînement. Donc c'est simplement des informations supplémentaires pour comprendre comment ça fonctionne, mais je ne perdrai pas trop de sommeil là-dessus et je ne me focaliserai pas là-dessus pour orienter mes entraînements directement. Pour les tests 3 et 12 minutes qui apparaissent en bas, donc en bas de la fiche supplémentaire, tu as fait une extrapolation du test effectué puisque je n'avais pas fourni de 12 minutes. Oui, tu m'avais donné un 3 minutes et pour estimer ta puissance critique et pour calibrer le test, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé toutes les datas que moi j'ai sur des 3 et 12 minutes en vélo pour des gars de ta taille à peu près, de ton poids et oui, de ton poids principalement. Et j'ai déterminé, j'ai estimé le 12 minutes que tu aurais pu effectuer par rapport à ça. Donc, c'est par rapport à ça que j'ai basé le 12, vu que tu ne me l'avais pas donné en information préalable. Donc, le 12, c'est clairement une estimation de ce que tu aurais pu faire sur la base du 3 minutes. Ensuite, le petit tableau, pourrais-tu me décortiquer ce tableau, s'il te plaît? Qu'est-ce que la fonction respiratoire? Donc là, c'est simplement un petit résumé de ce qu'on a vu dans le test. Capacité respiratoire, c'est les tests de spirométrie.
Fonction respiratoire, c'est comment tu respires, donc c'est cette coordination ici. On a la fréquence minimum, maximum sur le test, le volume courant que tu as très bien utilisé d'ailleurs. Donc comme je te le dis là, en gros, pour comprendre la fonction ou la coordination respiratoire, c'est ce petit retour que je te donne ici. En gros, il faut que tu augmentes ton volume à basse intensité parce que ton volume ici, tu ne bouges que 2 litres, 2 litres par minute, pardon, 2 litres par respiration, alors que tu es capable de bouger 3. Hein. Et je veux te voir bouger 3, même à basse intensité. C'est ce que tu vois notamment dans cette petite vidéo d'explication sur la coordination respiratoire. Pour le cardiovasculaire, c'est les paramètres qu'on a mesurés au niveau du cœur. Et pour le métabolique, je sais que c'est ce que tu me demandes après ici, c'est ce qu'on a mesuré au niveau lactatémie et oxymétrie musculaire. Là, c'est encore une fois simplement ton score et ton résultat sur les barèmes que j'ai pu établir pour des crossfitters. Comme on le voit, très bonne capacité à haute intensité. Tu passes beaucoup de temps dans le domaine sévère ici et tu as beaucoup de paliers qui se sont faits au-delà du deuxième seuil, ce qui est, on va dire, typique pour un profil de crossfitter qui manque en général un petit peu de travail d'endurance. Et donc, à travailler basse et moyenne intensité. Et mon conseil, ce serait d'utiliser ma prog Bike Endure qui travaille spécifiquement sur ces axes de développement-là. Si je consacre une séance chaque semaine seulement à la course à pied, est-ce mieux que je fasse de la basse intensité ou dois-je varier, sachant que je compte faire le plus souvent possible 1 heure de course et 1 à 2 heures de zone 2 sur Bikeerg par semaine? Euh, je pense que si tu fais une seule séance de course par semaine, je déconseillerais de faire de la haute intensité. Simplement parce que pour assumer la charge d'une séance de haute intensité en course à pied, il faut quand même avoir une bonne base. Et cette base, tu ne peux pas la construire à haute vitesse, il faut la construire à des vitesses qui sont moins importantes. Donc si tu veux faire de la plus haute intensité en course à pied, je te conseillerais d'abord, en tout cas 1, 2, voire 3 mois de travail à basse et moyenne intensité en course à pied. Avant de progresser vers du travail de type fractionné. Je pense qu'on veut trop vite aller vers des séances intensives et là où on peut tout à fait s'en sortir sur des ergos, parce que tu n'as pas à gérer ton poids de corps et à la gravité et tous ces rebonds, c'est moins problématique. Mais quand tu essaies d'aller faire du fractionné alors que tu as une tolérance en course qui est très très faible, c'est là qu'on a des périostites, c'est là qu'on a des problèmes de ce genre-là. Donc si je peux te conseiller quelque chose, c'est soit progressif avec tes intensités, surtout en course à pied. Commence avec de la basse intensité pendant un temps si tu veux progresser ensuite vers le reste. Et si tu veux quelque chose de structuré, on a le programme Bloc Zéro avec Max qu'on a créé exactement pour ça, pour accumuler du travail en course à pied de basse intensité, mais avant tout et surtout de bien faire tous les petits exercices préparatoires de renforcement spécifique du pied, du bas de la jambe, de la cheville, de la jambe, pour faire en sorte que tu puisses absorber ces efforts de course à pied. Donc voilà, on est arrivé au bout des questions, Romain. J'espère que j'étais assez clair sur mes retours. Euh, Merci pour ta confiance sur le test d'effort. Et si tu as d'autres questions, n'hésite surtout pas à suivre cette vidéo avec un petit message par WhatsApp, comme tu l'avais fait initialement. Merci à toi, merci à tout le monde et bonne journée. Ciao.